Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair. Les Fimbi 500. Mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant. Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non? Et comme le disait le shérif, quand il pleut, chacun met les mains sur sa tête. Autrement dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. May God bless his soul, my best friend, my dear father. PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un homme du terrain, un philanthrope, un homme qui nous fait du bien. Et c'est la base. L'homme que l'on nomme Aliou Bouné. Take a seat. Frérot, quelle intro. Merci beaucoup pour ces paroles. Franchement, ça me va droit au cœur. Et c'est avec ces paroles-là qu'on se nourrit et qu'on avance. Merci frérot. Merci à toi, vraiment merci à toi. Comme je te le disais juste avant d'enregistrer, tu nous fais du bien parce que tu es solaire, parce que tu fais, tu œuvres. Et il est impératif, en tout cas pour toute l'équipe, de te recevoir, frère. Merci beaucoup en tout cas pour cet accueil. Franchement, merci, c'est super cool. Est-ce que tu peux te présenter, frère, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bien sûr, moi je suis Aliou, 33 ans, et je suis le président de l'association SPILS, qui veut dire Solidarité pour étendre activement le savoir. Et on œuvre depuis 12 ans dans les zones les plus reculées du monde pour donner l'accès à la santé, à l'éducation et à l'eau. Et c'est notre cœur de métier aujourd'hui, ce triangle. Magnifique, on va retracer le parcours. Il faut. Tu sais bien. Il faut. Comment était le jeune Aliou? Déjà, tu as grandi à Paris même? Exactement. La Grange aux Belles? La Grange aux Belles. Né à Paris, grandi à Paris. Ok, d'accord. Comment t'étais déjà, toi? Jeune. T'avais déjà ces convictions? En étant jeune, j'avais déjà ces convictions. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai hérité d'une richesse énorme qu'on a tous ici quasiment. C'est la double culture. D'être né en France et d'avoir des parents originaires du Mali, c'était une richesse énorme. Mais sauf que cette richesse avait des valeurs qui n'avaient pas les moyens, en fait, d'exister, on va dire. Et de là, à partir d'un premier voyage avec mon père, j'ai dit, c'est pas possible. On peut pas laisser le tiers-monde dans des telles situations. Et là, la mission, elle a commencé pour moi. Ça démarre sur les chapeaux de roue déjà. Mais avant de parler de ça, on va faire un focus sur la famille. Bien sûr. Vous êtes une fratrie de combien d'enfants? Nous, on est une fratrie de 42 enfants du même père. Mon père est orphelin. Ouais. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon père il y a 2 ans. Paix à son âme. Paix à son âme, frère. Et c'est un homme, pour moi en tout cas, c'est mon super-héros. C'est un homme très, très, très fort. Très fort, parce que élever, éduquer, nous élever jusqu'à là, c'est... j'ai même pas de mots. Respect à mon père. Et après, de la même mère, du coup, on est 11 frères et sœurs. Et respect aussi à ma mère. C'est ces deux personnages de mon parcours. Sans eux, je pense que j'aurais pas eu cette force, cette inspiration. Chaque mission, pourtant j'ai 33 ans. Ma mère, elle est là, elle m'appelle. Est-ce que ça va tous les jours? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu manges? Et quand je lui raconte mes aventures, elle le vit à distance. C'est énorme. C'est énorme. Ah, on te voit, même t'as les yeux qui rougissent là. En tout cas, ça fait plaisir que tu rendes hommage à ta mère, à ton père, que Dieu ait son âme. Moi-même, t'as entendu l'introduction. Mon père aussi est parti il y a 4 ans. Et j'ai envie de te dire, on est ici en mission, frère. On est en mission. Ils nous ont donné le témoin, à nous de continuer ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, frère. Tu fais plaisir. Et tu disais 42 frères et sœurs. Bon. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est une grande famille. Très bien. Et ils étaient tous basés à Paris? Non, du tout. T'en as en Afrique. T'en as d'autres qui vivent aux États-Unis. T'en as ici, en Europe. Et on est tous un peu, pas éparpillés, mais on a tous fait nos vies.
On a tous fait nos vies. Et là, aujourd'hui, bah, du coup, on essaie de se connecter grâce à la technologie. Ouais. Peut-être qu'on va en parler, justement, les rapports de la technologie avec l'humanitaire par la suite. Mais on est tous connectés. Cette famille est là, on est soudés. Et on avance ensemble. Et est-ce que les liens sont toujours aussi forts? Parce que quand vous êtes nombreux, quand il y a des demi-frères, tu sais, ici, nous, c'est un terme qu'on met à la poubelle, mais je le spécifie volontairement ici parce que dans les grandes familles comme ça, il peut y avoir des tensions. On peut parler parfois de favoritisme. C'est des choses que tu connais, ça. Bien sûr, moi je connais et c'est du vécu. Mais pour moi, il n'y a pas plus, on va dire, il y a pas plus valeureux qu'une grande famille. Bien sûr qu'il y a des tensions. Bien sûr qu'il y a des moments où on se pose ces questions-là. Est-ce que le père ou la mère préfère pas un tel par rapport à l'autre? Mais en réalité, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on a tous cet héritage, on a le même sang en réalité. Et peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se passer, tu peux pas couper les liens du sang. Et c'est ça qui fait la richesse d'une famille. C'est surtout ça le sens de la famille pour moi. Et les études, t'étais bon élève? Moi, j'étais un élève moyen, on va dire. J'étais un élève moyen. Dans les études, bah, j'ai toujours essayé d'aller vers l'avant, mais moi, je pense que j'ai pas eu la chance d'avoir des bons conseillers d'orientation. Ouais. C'est ça aussi. Ah oui. Non, parce que tout le monde sort cette excuse. Parfois, c'est pas une excuse. Non. C'est pas une excuse. Tu sais pourquoi? Non, mais je vais te dire pourquoi. Moi, je vais te dire pourquoi j'ai pas eu cette chance-là. Regarde. Non, mais regarde. Quand tu sors du circuit de l'école, d'accord? Tu regardes la détermination, la force et l'envie que tu mets dans ce que tu mènes. Moi, par exemple, l'humanitaire, j'ai eu des hauts et des bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais t'as des gens qui t'encouragent, qui te poussent à aller au-delà, qui disent non, vas-y, ne lâche pas parce que c'est pour eux, c'est pour les autres, c'est pour aider les autres. Mais quand t'es à l'école, le moindre faux pas ou le moindre bad mood, on va dire quoi? Bon, t'es pas fait pour ça, allez, va en professionnel. On te classe. Alors que dans la vie, on te classe pas. On t'encourage à aller vers l'avant parce que les gens voient en toi la capacité de réussir. Et l'école, on nous donne pas ça. Et c'est pour ça qu'on a des mauvaises conseillères d'orientation. Moi, demain, je deviens conseillère d'orientation. Je vais pas dire à un élève qui rêve d'atteindre un objectif, de dire non, c'est pas fait pour toi. Au contraire, on va te donner les moyens, on va y aller. Et c'est là que ça devient très important. Et tu sais, d'un point de vue familial ou même dans l'appartement, comment c'était même pour réviser? Parce que t'habitais à Paris. Déjà, nous, à l'époque, en banlieue, c'était un luxe d'habiter à Paris. Tu vois ce que je veux dire? C'était un luxe. Mais là, vous êtes beaucoup à la maison. C'était pas facile. Bah, moi, ça va, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie, là, tu vois. Donc, là, du coup, j'essaie plus de refaire pas les mêmes erreurs, mais j'essaie de calculer les choses. C'est-à-dire, quand tu fais des enfants, bah, tu essaies d'avoir de la place pour éduquer et élever ces enfants et les accompagner aussi. Mais nos parents, comme je t'ai dit au début, on a des origines africaines. Et ces origines-là, bah, eux, ils se disent quoi? OK, je fais des enfants. Peu importe le nombre, c'est le destin, c'est comme ça, il faudra les éduquer. Même si je suis dans un F1, F2. Ils font. Mais le souci, c'est que nous, quand on était plus petits, on était, au fur et à mesure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 11, dans la même maison, on va dire, entre guillemets. Bien sûr que tu peux pas réviser comme il faut. Tu peux pas avoir cet endroit, enfin, ta chambre calmement pour pouvoir réviser. On n'a pas eu cette chance-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, à la fois, en étant grand, moi, ces moments où j'aurais aimé être seul, réviser seul, etc., bah, ça me manque aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chez moi, avec les gamins, etc. Je me dis, mais en fait, le bruit me manque. Je suis à 2 stations de ma mère. Tous les soirs, je suis chez ma mère. Je finis le travail, je passe la voir. Moi, est-ce que ça va? Et dès qu'elle me dit ça va, c'est bon, j'ai gagné ma journée. Mais le bruit, il me le faut, ce bruit-là. C'était quoi, un F4? On a commencé avec un studio. Écoute bien, avec un studio, je crois on était 7 dans le studio. Et le studio, il a cramé. C'est passé même dans les infos à l'époque. C'était au 5-7 rue Jacques Nouvel-Tessier, dans le 10e. Ensuite, du coup, on a déménagé côté Buisson-Saint-Louis. Et là, oui, on a hérité un F4, exactement. Et là, dans la chambre, t'as la chambre des garçons, la chambre des filles, la chambre des parents et un salon. Mais sauf que dans la chambre des garçons, on se retrouve à 7. Dans la chambre des filles, elles sont 4. Et la maison se remplit très vite. Malheureusement, quand t'as des parents qui sont issus de l'immigration, leur priorité, c'est pas d'épargner. C'est de nourrir la famille ici et la famille là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et du coup, la famille qui se trouve là-bas, bah, c'est des centaines de personnes par moment. Et la paye que les parents ils ont, c'est un SMIC. Le choix, il est fait. C'est soit tu sauves ta famille, soit bah, du coup, tu peux épargner. Mais le temps que tu épargnes, il y a des gens qui vont mourir de l'autre côté. Absolument. Et tu peux pas être propriétaire en France. Et c'est là le problème. L'équation, elle est rapidement faite. C'est criant de vérité. Ouais. T'es soniqué? Je suis soniqué. Sonic à l'aimer. T'es en Horé? Ouais, je suis en Horé. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu connais. C'est très bien. Et l'ambiance même dans le quartier, Mm. comment elle était? C'est une grande famille parce que on veille les uns sur les autres. Après, oui, bien évidemment, il y a des tensions, parce qu'on est jeune, parce on sort de l'adolescence. On a envie de montrer aux autres qui on est. De dire, voilà, moi aussi, je peux péter des bouches, je peux faire ceci, cela. Mais on reste une grande famille. Et on se rend compte qu'on est une grande famille en grandissant. Pourquoi je dis en grandissant? Parce qu'on commence à perdre des membres de nos familles. Moi, quand j'ai perdu mon père, voir le quartier debout comme ça, mobilisé, ça m'a touché. Ou bien lors des mariages, dire, voilà, il y a un tel qui se marie, et de voir le quartier habillé en uniforme. Ouais, ça touche. Et c'est là que ça vient, ça te fait des rappels que, bah, l'héritage de vivre, en fait, entre immigrés, arabes, noirs ensemble, c'est une beauté qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait notre richesse. Tu sais, si on doit mettre les deux pieds dans le plat, Ouais. t'étais étonné quand je t'avais dit juste avant l'émission que je te connaissais. Exactement. C'est une réalité. Ok, Parce que il y a maintenant à peu près 5-6 ans, ok, je t'avais vu, tu avais fait une petite intervention à France Télévisions ok. où on parlait des rixes Ouais. entre la Grange Aubel, la cité de la Grange Aubel, Mm. la cité où tu vis, Bien sûr. et la cité des Choux-Fourniers. Exact. Donc déjà, moi, je veux que tu me parles de ça, s'il te plaît, Ouais. de cette période. Est-ce que déjà, il y a une accalmie déjà? Oui. Pour moi, on est, ça s'est calmé et pour moi, quand je dis ça s'est calmé, c'est que la conscience a pris la raison, en réalité. Et quand je dis la conscience a pris la raison, c'est pas que des mots. Moi, Aliou, aujourd'hui, à la suite de tous ces embrouilles, de voir les larmes des parents, de voir les peines de prison qu'on entend. Tout ça pourquoi? Parce que j'habite à la Grange-Belle ou parce que j'habite à Choux-Fourniers. Les gars, nos parents, ils ont risqué leur vie, ils ont sacrifié leur jeunesse pour pouvoir nous offrir une meilleure éducation. Mais quand je dis sacrifier, je pèse même pas mes mots, c'est une réalité. Franchement, ils ont tout laissé. Ils ont laissé leurs parents. Leurs parents sont certainement même morts pendant qu'ils sont là à nous éduquer, à nettoyer les escaliers d'un hôpital pour pouvoir nous offrir à manger. Absolument. Et on arrive à se mettre des coups de couteau, à se tirer dessus. C'est pas bon. Maintenant, nous qui sommes les plus grands, on a mis en place des actions. Moi qui suis aujourd'hui devant toi, je suis, par exemple, le président du Paris Futsal. C'est un club de futsal. À Choux-Fourniers, ils ont un club de futsal qui s'appelle CR19. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Tout ça pour montrer aux générations futures que, en réalité, on peut s'unir autour d'un ballon, par exemple, et surtout, on peut se serrer la main pour avancer. Et j'espère de tout cœur que c'est très bien comment ça se passe dans les quartiers. Et ce qui se passe dans les quartiers, c'est que à tout moment, ça peut se réveiller. Tu vois, l'autre qui va mal le regarder, ça va le faire penser des souvenirs, etc. Bah, j'espère à l'avenir, en tout cas, qu'on va essayer d'oublier tout ça. Bien sûr qu'il y a des cicatrices qui restent toujours, mais ces cicatrices-là, faut passer au-delà. Et moi, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Le fait que Choux-Fourniers et la Grange-Belle, bah, il y a eu ça. Parce que c'est une rue qui nous sépare. Parce qu'on a côtoyé les mêmes écoles. Et ça ne devait pas exister comme ça ne doit pas exister ailleurs aussi. Mais on a tous notre part de responsabilité dans ça. Parce que quand une embrouille commence, ben on peut l'éteindre tout de suite. Les petits, c'est une génération qui n'ont pas l'expérience de vie, qui n'ont pas la connaissance du vivre ensemble et du savoir en réalité. Quand je parle de savoir, ils sont pas bêtes, ils sont loin d'être bêtes. Mais ils savent pas que leurs parents viennent de très loin. Ces parents-là ont sacrifié leur vie pour eux. Et surtout que eux, ils ont un objectif. En fait, ils font un retour d'investissement de temps pour ces parents qui ont sacrifié ce temps-là. Mais ça, si on leur explique pas, ils vont plus prioriser le nom de leur rue que leur nom de famille qui doit pas figurer dans les commissariats. Et ça, c'est plus important. C'est criant de vérité tout ce que tu dis, Aliou, sincèrement. Et qui était Loïc Kamchwang?
C'est mon petit frère, moi, pour moi. Quand je te dis c'est mon petit frère, il mangeait chez moi. Il priait chez moi. Il était avec mes petits frères. Et je le conseillais, Loïc. Et quand je dis c'est mon petit frère, c'est que il venait, je lui parlais. Là, je te parle, là, je suis face à toi. Bah, c'est comme si, là, Loïc, là, il est à côté de moi. Ce petit, malheureusement, c'est un jeune Camerounais, donc, qui est né au Cameroun, qui est venu en France et qui vivait chez son oncle. T'as la rue du Buisson Saint-Louis, c'est juste derrière. En étant chez son oncle, malheureusement, il y a eu des difficultés entre familles, entre le père et la mère de Loïc, qui vit au Cameroun. Loïc, il a été, entre guillemets, mis dehors par le père, parce que le père avait déjà des enfants. Et quand il a été mis dehors, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait dans les parkings. Les gens n'étaient pas au courant. Les gens n'étaient pas au courant. C'est au fil du temps qu'on s'est mis, il y a une alarme, il y a une alerte. Les petits, ils ont commencé à nous dire, ouais, il dort dehors, les gars, on trouve une solution. On a essayé de trouver une solution. Mais malheureusement, la solution, elle n'est pas arrivée à temps parce que quand tu vis, en tout cas chez nous à Paris, une ville comme Paris, avoir des aides rapidement, c'est très compliqué. Donc du coup, nous, on était jeunes aussi à l'époque. Le petit vivait dehors, respectueux, mais respectueux. Jamais il a haussé le ton vis-à-vis de nous. Mais jamais. Et au fil du temps, bah, on avance, jusqu'à ce soir où il y a eu la descente et c'est tombé sur lui. Et là, on t'appelle à 3h du matin. Ouais, ils ont tué le petit. Là, tu te lèves, t'arrives. T'as même pas de mots. T'as même pas de mots. Et la manière comment il est mort, c'est horrible. Mais j'ai envie de te dire, c'est dans les deux sens. De l'autre côté aussi, il y a un mort. Je suis pas là à défendre qui que ce soit, moi. Je suis là à dire une vérité. Absolument. Loïc, il est mort. On doit prier pour lui, pour sa mémoire. Comme de l'autre côté, on doit prier aussi pour le mort et pour sa mémoire. C'est deux êtres humains. Moi, je suis croyant. Là, je te parle en plein mois du Ramadan. Ça fait plaisir, frère. Devant le Tout-Puissant, on aura des comptes à rendre. Qui nous sommes pour ôter la vie d'un être humain? Qui suis-je, moi? Pour après ne pas respecter la mémoire de cet être humain. Que ce soit de leur côté ou de notre côté, leur mémoire doit être respectée. Et ces personnes-là qui sont parties au nom de ces embrouilles qui ne valent même pas la peine, bah on espère que ça va s'arrêter. Et j'espère, demain, ça sera une clé d'entrée pour eux au paradis. Parce qu'ils ont été, en fait, la cause d'un arrêt qui aurait pu aller très loin. Absolument, frère. Frérot, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau et vraiment juste tout ce que tu dis, frangin, sincèrement. Et tu sais, on n'est vraiment pas là pour faire l'apologie. Bien sûr. Tu le sais bien. Et d'ailleurs, on vient des mêmes endroits, on a les mêmes codes. Tu sais, il y a quelque temps, il y a Oxmo qui disait que à Paris, il y avait énormément de rixes. Mais étant donné que c'était dans la capitale, les médias n'en parlaient pas, les institutions fermaient les yeux, pareil pour les mairies, etc. Est-ce que toi, qui aujourd'hui as un statut de grand frère un peu dans ton quartier, c'est des choses que tu peux confirmer? Confirmer, oui. Je peux confirmer. Pourquoi je peux confirmer? Parce que, en fait, quand ce genre de rixe passe, ce que tu vas entendre, c'est au moment où il y a le mort, tu vas entendre. Mais avant le mort, il y a eu combien de descentes? Il y a eu combien de blessés? Il y a eu combien de vitrines cassées? Et c'est là, en fait, en réalité, il faut aller à la source pour pouvoir éteindre le feu. Tu peux pas éteindre le feu une fois qu'il y a les flammes. Mais par contre, avant la flamme, tu fais des préventions. Absolument. Les gars, faites attention. Les gars, n'y allez pas. Je veux aucun petit à partir de 18h dehors. Prévenir les parents. C'est là, on doit agir. Mais quels sont les moyens qu'on nous mette à notre disposition pour pouvoir être en phase de prévention avant d'arriver en phase d'action? La phase d'action, elle m'intéresse plus, moi, parce que les petits, tu peux plus les calmer. Ils vont dire oui devant toi, derrière, ils vont le faire. Moi, je suis personne pour retenir les petits. Mais par contre, la phase de prévention, oui, je suis lucide. Oui, j'ai les capacités intellectuelles. Oui, j'ai les grands frères comme moi, en plus de moi, dans mon quartier pour pouvoir agir. Et c'est là que les mairies, les institutions, les préfectures peuvent agir et nous aider, nous donner les moyens pour pouvoir agir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas ces moyens-là. Par contre, lors d'une période d'élection, où encore faut justifier X, Y budget dépensé dans la prévention de la délinquance ou dans la mise en avant de la laïcité, ils vont le faire. Mais c'est juste de la poudre aux yeux. Et ça, nous, on n'en veut pas. Nous, on n'est pas là pour être dans des stats, mais on est là pour participer
à l'élévation de la ville, pour participer à la vie politique de la ville et exister dans l'environnement de la ville. Et c'est ça que nous, on veut. Moi, j'ai pas envie d'entendre ouais, un noir en plus est mort ou un arabe en plus est mort. Non. Mais j'ai envie d'entendre, ouais, ok, ils sont peut-être pas diplômés, ils sont pas ceci, cela, mais ils ont réussi à monter une start-up. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 de la livraison. Ils sont en phase avec l'écologie, etc., etc. Ouais, mes petits frères, ils sont capables de, entre guillemets, quand je dis mes petits frères, je parle vraiment de tout le monde, hein, d'être catalogués de très bons dealers. Bah, du coup, s'ils ont ces capacités commerciales, bah, ils peuvent aussi le faire dans le bien. Mais outillez-nous et accompagnez-nous pour pouvoir faire le bien. Sinon, on va pas réussir à le faire. En tout cas, merci pour ta franchise, hein, parce normal. que c'est important. C'est poignant tout ce que tu dis. Et tu sais, on t'a vu aussi dans ton quartier où tu organisais des tournois de foot, t'accompagnais les jeunes, etc. Déjà, c'est quoi, toi, la relation que tu as avec la jeunesse? Parce que tu sais, parfois, il y a un choc générationnel. Tu sais, je vais dire un truc bateau, mais à l'époque, sortir une clope comme ça, Tu pouvais pas. c'était impossible. Ouais. Aujourd'hui, la donne a changé. Mais est-ce que les grands n'ont pas leur part de responsabilité? Et bien sûr que les grands, ils ont leur part de responsabilité. Je vais t'expliquer un truc tout con. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, les grands ne traînaient pas avec moi. Ils se posaient pas avec moi pour fumer. Mais aujourd'hui, moi, j'ai grandi avec des gens de mon âge qui se posent avec les petits, non pour les conseiller, non pour les accompagner à faire un CV, pour préparer un entretien, pour péter un pétard. À partir de là, il y a plus de respect. Ouais. Et ça, c'est là que ça devient très grave. En fait, il y a une prise de conscience qu'il faut avoir, c'est de se dire, je suis le grand d'un petit, mais non pour montrer que je suis le grand, je suis fort, mais plutôt pour dire, OK, je suis là pour t'accompagner. Je vois que tu travailles pas. Je vois que t'es pas à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va pas dans ta tête pour que tu ne travailles pas, tu vas pas à l'école? Tu vois pas que la société, elle avance? Tu vois pas qu'il y a un loyer à payer? Pourquoi c'est ta mère qui paye le loyer? Mec, il y a des actions à mettre en place. Viens, on se pose. Si c'est un CV, s'il faut que je t'apprenne à communiquer en société, parce que faut dire la vérité, la plupart de ces jeunes-là, ils sont regroupés entre eux, ils ne sortent pas, ils s'ouvrent pas. Mais là, du coup, faut créer une ouverture. Bah, tu travailles avec le jeune, tu l'accompagnes. Et là, tu seras utile au jeune. Mais si tu te poses avec lui et tu pètes un pétard, pour moi, tu profites du jeune. Et là, du coup, le respect n'existe pas. Mais par contre, si tu dis, t'es jeune, j'ai été jeune, moi, j'ai peut-être pas eu cette chance-là, mais aujourd'hui, moi, je suis là pour t'accompagner parce que je vais être utile à toi. Et en étant utile à toi, je vais être utile en même temps à toute ta famille. Et c'est ça qu'il faut. Est-ce que toi, tu crois encore à la jeunesse? Bien sûr. Mais bien sûr, cette jeunesse-là, si elle a une conscience humaine, si elle arrive à avoir l'humanité dans son cœur, mais cette jeunesse-là va aller très, très loin. Elle est très, très intelligente. Et je sais qu'elle peut faire des merveilles. Mais par contre, il y a personne derrière pour dire « crois en toi ». Aujourd'hui, il y a plein de petits que je vois à gauche, à droite, ils sont livrés à eux-mêmes parce que les parents, ils ont plus la capacité de les accompagner. Bah, les grands, entre guillemets, qui sont dans la rue, bah, ils les accompagnent pas, ils profitent d'eux, ils les utilisent. Bien sûr. Donc, du coup, maintenant, il reste quoi? Tu vas peut-être trouver 1 ou 2 gars dans le quartier qui va dire « vas-y, moi, je vais me sacrifier, je vais le faire ». Et c'est là que ça devient intéressant. En fait, si, au lieu d'avoir 2 gars dans un quartier, on en a 10, mais au lieu de monter des petites structures, chacun pense à sa tête à dire, ouais, bah, vas-y, moi, je vais monter telle association, moi, je vais monter telle association, mais on en monte une seule grosse, on met toutes les forces dedans pour pouvoir les déployer au maximum. Là, on va réussir à changer une société. Mais même là, moi, quand je regarde autour de moi, quand je vois toutes les petites créations d'associations qui existent, je me dis, non, les frères, venez, on se regroupe. Et c'est là qu'on va devenir fort. Parce qu'il n'y aura pas 10 000 énergies, 10 000 papiers à remplir. On centralise nos efforts, parce qu'on sait tous que c'est notre communauté qui est visée aujourd'hui. Et bah, du coup, en centralisant nos efforts, en ramenant tous, en créant un seul noyau et un seul corps et en avance en même temps, il y en a plein qui vont avoir peur de nous. On sait le faire dans le sport. On sait le faire dans le rap. Et pourquoi dans la société, on ne sait pas le faire? Pourquoi on ne sait pas se comporter? Pourquoi on ne sait pas communiquer? Pourquoi on ne sait pas parler avec douceur? On sait tous draguer ici. On sait tous se mettre au niveau de la fille qu'on va draguer et réussir à avoir son numéro, son snap et être être le petit canard. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'adapter comme un caméléon dans cette société? Pourtant, les portes sont ouvertes. Moi, quand je pars en mission humanitaire en Afrique, tu sais, les jeunes, ils me disent quoi? S'il te plaît, aide-moi à aller en Tunisie pour prendre le bateau. Tu sais, un jeune à Paris, ils me disent quoi, moi, les jeunes? Oh, flemme d'aller à l'entretien à 9h, je dors.
frère, t'as 2000 € qui t'attendent. Juste, tu te lèves, tu dors tôt le soir. Le matin, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu t'habilles convenablement. La langue que tu sais parler, tu vas juste le parler, te vendre pour pouvoir ramener de l'argent à la maison. Ça, tu sais pas le faire. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui sont prêts à mourir dans un bateau juste pour venir en France. Et on sait tous comment ils terminent à Porte de la Chapelle. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont rien, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas d'argent. Ils vont être traités comme des moins que rien. Et ça, on n'arrive pas à le voir. Et tous les jours, on a les exemples devant nous, mais on n'arrive pas à avoir une prise de conscience. Mais ça, c'est notre faute à nous. Parce qu'on n'a pas su l'exposer aux yeux de nos petits frères pour dire, mec, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Toi qui es là en France, t'es une clé pour les autres. Toi qui es là actuellement, t'es une clé pour les autres. Tu dois ouvrir les autres pour qu'ils puissent en profiter. Et tu sais comment ils profitent, les autres? Le but, c'est pas de faire venir nos frères qui sont en Afrique, en Europe. Parce que le potentiel est en Afrique. Mais c'est de ramener le savoir là-bas et développer les villages pour qu'ils puissent eux-mêmes être utiles à leur propre village. Et c'est ça la réalité. Et notre rôle, c'est ça notre rôle. À nous. Moi, pour moi, en tout cas, je me dis, j'ai une mission, je suis une clé, et en ouvrant la porte, ça va faire bénéficier les autres. Magnifique, Aliou. Et tu fais quoi, toi, pour gagner ta vie, hormis l'aspect social? Ouais. Pour gagner ma vie, Ouais. je charbonne énormément. Pour gagner ma vie, je travaille dans un magasin. Je sais pas si on peut citer les marques ici. On peut citer les marques On peut ici. citer les marques. Bon, moi, je travaille à Leroy Merlin et je vends tout ce qui est cuisine, salle de bain, carrelage, tout ce qui est décoration intérieure. Et en plus de ça, je suis archi d'intérieur. J'ai ma propre boîte. Je fais les conceptions chez les gens, les plans. Je les fais rêver. Et je change leur intérieur. Par exemple, là, récemment, j'ai fait une conception d'une maman. Ça fait plus de 25 ans qu'elle est en France. Cuisine éclatée, tout était abîmé. Bah, mon objectif, c'est d'arriver chez elle, de créer un changement, un renouveau, qu'elle se sente bien dans son environnement pour être bien à l'extérieur. Et donc, du coup, bah, je fais ça et bah, mon quotidien, c'est ça. C'est très bien et c'est noble tout ce que tu fais. T'es un acharné, on Il adore faut. ça, frère. Et là, dans le social, parce que tu disais que tu allais en mission humanitaire, etc. Comment cette idée, a vu le jour? Moi, pour moi, c'est une mission. Et quand je parle de mission, je te promets, c'est pas que des mots que je place. Même le mot, il est faible pour moi. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon tout premier voyage en Afrique, bien sûr, comme ils appellent, le Parisien. Le Parisien, il était tout beau dans ses chaussures Air Max, machin et tout. Et à l'époque, personnellement, mon père, j'étais content d'être avec papa, accompagné. Tu te sens bien. Tu vois, t'es là, tu pars vendre Bamako, etc. Ok. Mais je te jure, mec, moi, j'ai pas vécu ce que les autres gars de ma génération ont vécu quand ils partent en Afrique. Parce que quand je les vois sur Snap, avec certains sur un T-Max, avec leur maillot du PSG, mais franchement, j'ai pas envie de dire des vulgarités, mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites, les frères? Vous êtes en train de détruire mon travail. L'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin des gens simples, des gens simples qui partent en vacances sans dire, sans exposer, sans leur vendre ce rêve. Et ça, c'est très, très dangereux ce qu'on fait. Il y a une prise de conscience à faire. Et depuis, bah, moi, du coup, je me suis dit, allez, l'humanitaire, c'est ma vie. Tu pars en vacances des fois? Une fois dans l'année. Je prends la famille, je pars. Après, c'est tout. Une fois dans l'année. Et est-ce que tu as ce sentiment de culpabilité? Non. Avant, je l'avais, Ouais. mais je commence à plus l'avoir. Pourquoi? Et je vais dire pourquoi. Par an, à peu près, je fais 4 à 5 voyages humanitaires. Mais je commence à plus l'avoir. Pourquoi? Parce que je me dis, si moi, je suis pas bien dans ma tête, je pourrais pas continuer à faire du bien. Mais après, être bien dans ma tête, c'est pas de rouler en Q3, avoir des chaussures Louis Vuitton, avoir une sacoche qui coûte je sais pas combien. C'est pas ça. Être bien dans ma vie, c'est d'avoir le minimum. Et d'être bien, d'être sain dans ma tête. Une fois que ça, c'est bon. Je peux aider le monde. Et je peux pas me mettre dans une position qui va nuire aux autres. Je vais te raconter une expérience qui s'est passée au Mali. Une fois, on est parti au Mali, on était 17 personnes. Les 17 personnes, quand on est parti au village, il y a une jeune fille, elle donne à manger à un enfant, et l'enfant, il avait le bras abîmé. Elle commence à pleurer devant l'enfant. Je lui dis non, tu pleures devant l'enfant, il n'y a plus d'espoir. En fait, l'enfant, il va dire, mais la personne qui m'aide, elle pleure, mais c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Et donc, du coup, moi, je me dis, bah, en réalité, il faut que je sois bien dans ma tête. Une fois que je suis bien, je vais être au maximum de mes capacités. Et c'est là que je vais être utile au monde et aux autres à la fois.
Et c'est quoi ton sentiment à la fin de la journée, à la fin de ces missions? Parce que c'est aussi prenant et ça peut te miner même de l'intérieur Bien sûr. parce que tu vois tant d'injustices, parce que tu vois des contrastes parfois qui font mal à la tête. Tu vois ce que je veux dire? Le sentiment quand je fais une mission humanitaire, c'est varié selon là où je pars. Des fois, quand tu pars en mission humanitaire, c'est les conséquences du climat, de l'environnement Exact. et économique. Mais moi, je n'associe jamais la politique à l'humanitaire. Les politiciens, ils ont leur rôle à jouer, ils le font. S'ils ne savent pas le faire, qu'ils laissent la place à des personnes qui savent le faire. Mais si je m'occupe de ça, je vais tout mélanger et mon énergie va être gaspillée. En réalité, quand tu fais de l'humanitaire, au début, tu rends les gens dépendants de toi. Tu prends un sac de riz. Même si tu pars avec 10 tonnes de sac de riz, le sac de riz va finir un jour. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'appeler. Mais toi, t'as pas. Tu fais comment? Et eux, maintenant, ils vont faire comment? Tu les mets dans la merde. L'humanitaire, pour moi, le mot, il est juste, mais il est plus adapté. Il faut aller dans la phase de développement. Développer, c'est donner les armes aux habitants pour qu'ils puissent être en totale autonomie. Tu vois ce que je vais dire ou pas? Absolument. Maintenant, quand je m'installe dans un village, c'est au minimum 5 ans. Si j'ai pas donné la santé, l'éducation et l'accès à l'eau, je ne pars pas. Mais avant, j'allais dans un village, je faisais un forage, je repartais. Mais le forage, s'il n'y a pas d'entretien, s'il ne sert pas aux animaux, à l'agriculture et aux humains, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour prendre un verre d'eau, partir, c'est bien. Mais moi, ma mission, avant, pour moi, c'était accompli. Un jour, je me suis posé avec des professionnels de l'ONU. On a discuté, on a échangé. Et là, j'ai tout remis en question. Je dis pas ce qu'on a fait auparavant, c'est pas bien. C'est un début. On était jeunes et c'est ça qui nous a permis de grandir. Mais aujourd'hui, on est dans une phase de développement. Donner les armes aux habitants et aux habitantes pour qu'ils puissent être en totale autonomie. Les accompagner avec des formations, les accompagner à utiliser les outils et les accompagner sur la performance. Et demain, ce village-là va se transformer et deviendra un village autonome. Et là, on a réussi notre mission humanitaire. T'as l'appui financier de multinationales, par exemple? Du tout. Mais vraiment, on fonctionne jusqu'à présent que sous forme de cagnotte. Et c'est là, récemment, on s'est réunis, on a repensé, en fait, notre socle économique. Pourquoi? Parce qu'on a changé de trajectoire et on a adapté notre virage à ce nouveau monde. Et comme je te disais, l'expérience vient, la maturité vient. Moi, je me remets en question pour être l'homme de demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis l'homme que je suis devant toi. Mais en réalité, c'est pas l'homme que je suis aujourd'hui qui m'intéresse. C'est l'homme que je veux devenir demain qui m'intéresse le plus. Et l'association, je la vois comme ça. Aujourd'hui, on agit. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que leader, je dis pas boss. Un boss, il va donner des ordres. Mais un leader, c'est de savoir travailler avec son écosystème, son environnement. Bon, il faut se créer cet environnement-là. Là, on se le crée. Il commence à être très solide. Et à partir de là, du coup, on exporte tout ça à l'extérieur. Et vous êtes combien dans l'asso? On est 52 personnes en total dans l'asso, mais on est 11 personnes à le piloter. Ouais. Et comment vous vous êtes connectés? C'était des gens... Cette idée est née à la Grange Obel? Non, du tout. Moi, pour te dire, dans l'association humanitaire, j'ai pas été suivi par mon quartier et encore moins par mes amis les plus proches. Mais vraiment, ça fait 11 ans voire 12 ans même que je fais ça. J'ai jamais ramené un ami avec qui j'ai grandi en mission humanitaire. Pourquoi? Ils ont jamais voulu me suivre. Et ça te laisse quoi? Un goût amer? Un goût amer et j'ai mal. Mais vraiment. Mais est-ce que ça, c'est une vraie amitié? Ou du moins des vraies amitiés? Oui, j'ai envie de dire c'est une vraie amitié parce qu'ils ont été sincères. Aussi. Tu peux exister et ne pas aimer l'humanitaire. Comme peut-être il y en a, ils vont faire du golf et moi, je vais pas aimer. C'est vrai. Mais par contre, ce qui me fait mal, c'est le soutien. C'est le soutien. Tu vois, quand je parle de soutien, c'est dans nos quartiers, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le soutien qu'on a entre nous quand on est proche des gens avec qui on a grandi. C'est là que tu as le moins de soutien. Mais le soutien, il vient de l'extérieur, là où tu penses même pas que ça doit venir. Et ça, ça me blesse, ça me fait mal. Et d'où viennent les autres frères alors? Les autres frères, c'est des connaissances, des rencontres. Par exemple, je vais te parler des amis comme Lassana Moussa. C'est des gens que j'ai rencontrés parce que moi, j'ai fait Mister Mali avec Adama Keita à une période. Donc, du coup, c'est défilé?
Ouais, petit défilé. Hein. Mais là, ça y est, on peut plus. Non, mais, enfin, voilà, tu vois, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers des événements, Ok. des gens qui sont venus en mission humanitaire. La plupart des personnes qui sont dans l'association aujourd'hui, c'est des gens qui sont venus sur le terrain, qui ont vécu, qui ont vu et qui sont restés dedans. Et qui pilotent, qui sont passés en membre actif et dans des bulles, dans des squads de travail, etc. Et où tu te vois, toi, à long terme? À long terme, franchement, je me vois dans un métier qui sera utile aux uns et aux autres et être utile au monde aussi, parce que la planète en a de plus en plus besoin. Pourquoi je te dis dans ce type de métier? Parce que quand on part dans les villages aujourd'hui, ils ont de moins en moins de ressources naturelles qui existent. J'étais en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui me disait, mais vous voyez le lac qui est là-bas? D'habitude, il y a l'eau, mais il n'y a plus d'eau. Et on se rend pas compte que les métiers qu'on fait, ils sont nobles, ils sont honorables. Mais quand on fait un métier où on est utile au monde et aux autres, ça va plus nous apporter personnellement que, par exemple, aujourd'hui, vendeur de cuisine, pour moi. Donc, du coup, où je me vois, c'est soit j'arrive à développer ma structure, à devenir un grand comme l'UNICEF, la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières, et là, on pilote les choses réellement dans les zones les plus éloignées du monde qui bénéficient pas de l'aide de l'UNICEF, la Croix-Rouge et Médecins du monde. Ou sinon, bah, je me vois dans une orientation vers l'ONU ou l'UNESCO. Tout le mal que je te souhaite. Merci, mon frère. Franchement, tu fais plaisir, Merci. t'es solaire et tu nous donnes de la force. Merci. Donc rien que pour ça et au nom de toute l'équipe de We Hustle, je te remercie. Merci Du moins, beaucoup. nous te remercions chaleureusement, fraternellement, frère. Merci beaucoup. Pas de souci, mon frère. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, j'ai nommé Aliou Bouné pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.